Bonjour tout le monde. On va commencer sans plus tarder. Merci de vous joindre à nous ce soir pour écouter la conférence sur la santé pelvienne après un cancer de l'ovaire et bonjour à ceux et celles qui vont nous écouter en rediffusion plus tard. Un petit rappel que cette conférence est enregistrée et va être disponible sur notre site web. Donc, on a réservé une période de questions et réponses avec notre conférencière à la fin de la conférence. N'hésitez pas à soumettre vos questions lors de la présentation et on va les adresser à la toute fin. Cette conférence va porter sur votre santé pelvienne après un cancer de l'ovaire. L'incontinence urinaire et les douleurs vaginales pendant les rapports sexuels sont entre autres des problèmes courants chez les personnes qui ont reçu un traitement pour un cancer gynécologique. Ce soir, on va pouvoir profiter de l'expertise de Stéphanie Bernard, qui est physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale et qui se concentre spécifiquement sur l'expérience des personnes traitées pour un cancer gynécologique. Stéphanie présentera comment utiliser la physiothérapie pour les soins de santé pelvienne afin de réduire ces problèmes à l'aide de différents moyens d'intervention. Avant de lui céder la parole, un petit mot sur son parcours jusqu'à présent. Stéphanie Bernard est une physiothérapeute graduée de l'Université McGill qui pratique dans le domaine de la rééducation périnéale et pelvienne depuis plus de 15 ans. Elle complète actuellement un postdoctorat à l'Université d'Alberta où elle poursuit ses travaux de recherche sur la santé pelvienne et la qualité de vie après un cancer gynécologique. Elle a rédigé de nombreux articles scientifiques sur ces thèmes ainsi que présenté dans des congrès internationaux. Ces derniers travaux ont d'ailleurs reçu le premier prix dans la catégorie qualité de vie dans le cadre de la rencontre annuelle du International Continence Society. Stéphanie, très heureuse de t'avoir avec nous ce soir. Je te souhaite la bienvenue et une bonne présentation. Bien, merci beaucoup. Merci pour la belle introduction. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Puis merci là, à toutes les personnes présentes de vous être jointes à moi pour discuter de santé pelvienne. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et sur lequel là, j'ai travaillé depuis de nombreuses années, autant en clinique qu'en recherche. Ce qu'on fait actuellement à l'Université d'Alberta amène, je pense, ces travaux-là à une autre échelle là, où on s'intéresse au déploiement vraiment de nos interventions en physiothérapie, comment on peut en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible. Donc, on a des belles choses qui s'en viennent également, mais je vais vous en parler un peu à travers la présentation aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, eh bien, aujourd'hui, on va se donner un petit aperçu de si les problèmes de santé pelvienne, c'est fréquent après un cancer de l'ovaire ou les cancers gynécologiques en général. Puis, on essaie de tenter de comprendre de quelle façon les traitements pour le cancer ont changé ou affectent à plus long terme la santé pelvienne. Et est-ce qu'il y a des options finalement? Est-ce qu'on a un potentiel de changer ces effets-là? Et bien sûr, on va y aller dans le pratico-pratique. On va parler de certains petits trucs puis des astuces pour optimiser sa santé pelvienne. Donc, je parle de santé pelvienne, mais qu'est-ce que c'est exactement? Puis dans le fond, la santé pelvienne, c'est un terme qu'on dit en anglais umbrella term, hein, un terme un peu parapluie parce qu'on retrouve toutes sortes de choses qui peuvent finalement se retrouver sous cette définition-là, sous ce terme-là. Donc, quand on dit santé pelvienne, on veut parler du plus bon fonctionnement, du fonctionnement optimal pour le système urinaire, le système d'élimination des selles, le système reproducteur et les muscles du plancher pelvien. Donc, les muscles du plancher pelvien, là, on peut le voir un peu sur l'image qui est là, c'est le groupe musculaire qui s'étend de l'avant au niveau de l'os pubien et qui vont s'étirer jusqu'à l'arrière au coccyx. Donc, ils vont apporter un support assez important pour les différents organes mentionnés. Donc, la santé pelvienne, c'est quand tout ça, ça va bien, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne un peu moins bien? Bien, dans le fond, c'est dans ce temps-là qu'on parle de problèmes de santé pelvienne ou de dysfonction, si on veut, de santé pelvienne. Les différents symptômes là, qu'on peut avoir lorsqu'on a un problème de santé pelvienne, eh bien, ça peut être autant des problèmes du système urinaire que du système d'élimination des selles, qu'au niveau de la fonction sexuelle. Donc, on voit des choses comme des fuites urinaires, de l'urgence urinaire quand nos envies viennent de façon très soudaine, très brusque, c'est très impératif, je peux pas reporter mon envie. Ça peut être aussi la difficulté à vider la vessie, donc je sens que je dois faire des efforts pour arriver à uriner.
Ça peut être des difficultés, des douleurs lors des relations sexuelles ou du contact dans la région pelvienne, donc des douleurs dans la région génitale. Ça peut être des douleurs, des inconforts assis dans certains pantalons, dans différents points de pression. On parle aussi de constipation, d'incontinence fécale. Puis quand on parle d'incontinence fécale, c'est autant les matières fécales que gazeuses. Donc oui, il y a un terme parapluie parce que les différents symptômes de problèmes de santé pelvienne sont assez larges, sont assez vastes, puis on n'a pas toujours tendance à les rassembler sous le même chapeau, mais le santé pelvienne, ça recoupe tous ces problèmes-là ou ces bonnes fonctions-là et les problèmes de santé pelvienne, tous ces problèmes-là. Donc, la physiothérapie, là-dedans, on peut se demander, là, on parle de système urinaire, ce système au niveau des selles. Il me semble la physiothérapie, habituellement, ça prend soin de mon épaule, de mon genou. Bien, c'est que de façon plus générale, on pourrait on pourrait résumer le rôle du physiothérapeute en disant que ça consiste à prévenir ou traiter des limites dans la fonction, dans la capacité d'un individu à réaliser ses activités tous les jours, à faire son travail, à réaliser ses loisirs, sa vie familiale. Donc, si on parle de fonction urinaire, sexuelle ou fécale, bien, et qu'on retrouve des problèmes dans ces fonctions-là, le rôle du physiothérapeute va être de tenter de normaliser, de rééduquer et d'entraîner les tissus musculaires pour rétablir ces fonctions-là, que ce soit en totalité ou en partie, et même dans certains cas, je dirais, de compenser ces dysfonctions-là ou ces problèmes-là. Donc, dans le monde de la rééducation périnéale, il n'y a pas beaucoup de place pour les tabous, hein, quand même. On parle des vraies choses, là, comme on dit. C'est des sujets qui sont assez intimes, des sujets qu'on ne serait peut-être pas à l'aise de discuter avec n'importe qui, là. Donc, oui, aujourd'hui, on parle de fuite urinaire, de fuite fécale ou encore de douleurs dans les relations sexuelles. Et les problèmes de santé pelvienne, comme je mentionnais, c'est des problèmes de nature assez privée, là. Ça a tendance à nous chicoter longtemps dans la tête, puis ça va souvent miner notre entrain, notre goût de participer à certaines activités, là. Donc, on en parle aujourd'hui pour mieux les comprendre, oui, mais aussi pour, je pense, nous redonner un peu de pouvoir là, sur la situation et surtout des pistes d'action, là. Donc, il y a vraiment deux choses que je voudrais mentionner avant de débuter. C'est la première, c'est que la recherche en lien avec la santé pelvienne après des cancers dans la région pelvienne fait souvent référence au groupe mixte de tous les cancers gynécologiques, là. Donc, ils sont considérés comme un grand groupe. Il n'y a pas beaucoup de données en général sur la santé pelvienne après un cancer gynécologique, donc il y en a encore moins là, concernant les cancers de l'ovaire, le cancer de l'ovaire seul à lui-même. Donc, il faut certainement nuancer certaines données là, dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais tenter quand même de sortir là, les choses peut-être plus spécifiques quand elles sont disponibles. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que dans le fond, dans la recherche, eh bien, les données, la façon dont elles ont été présentées antérieurement, ça ne considérait pas nécessairement la notion du sexe et du genre. Donc, au cours de la présentation aujourd'hui, je vais tenter vraiment de maintenir optimalement un langage inclusif, puis vraiment, c'est la tendance, si on voit dans les nouveaux papiers, puis c'est une belle tendance de voir, mais je vais le faire dans la mesure du possible où parfois certains travaux dont je fais référence ont strictement, finalement, utilisé le terme femme là, sans vraiment nuancer le sexe ou le genre. Donc, juste un petit avertissement de ce côté-là. Donc, on plonge. Donc, est-ce que les problèmes de santé pelvienne sont fréquents après des traitements de cancer gynécologique? Eh bien, j'ai recensé plusieurs études, là, ici, là, c'est une bonne dizaine là, d'études qui se sont intéressées sur ce sujet-là. Et ce qu'on remarque, c'est que les problèmes de santé pelvienne sont extrêmement fréquents après des traitements pour tous les cancers gynécologiques confondus. Quand on parle d'incontinence urinaire, la fréquence rapportée varie entre 40 et 83 % des personnes. Au niveau des dysfonctions sexuelles, on parle entre 40 et 100 % des personnes recensées.
Puis au niveau des symptômes intestinaux, donc là, on parle de constipation, incontinence fécale, donc c'est un peu deux extrêmes, mais ils sont mis ensemble. On parle d'une fréquence variant entre 18 et 70% des personnes. Donc, c'est vraiment très, très fréquent et je vous dirais que l'incontinence urinaire, déjà à la base, c'est pas un problème qui est rare. Donc, on entend souvent des personnes, soit plus âgées, des mamans après un accouchement. On entend qu'il y a certaines populations qui sont peut-être plus à risque là, de présenter des fuites urinaires. Mais si on met toutes les personnes, tout genre, tout sexe, tout âge confondu, la moyenne des personnes qui sont affectées par les fuites urinaires est estimée à 28%. Donc, on est quand même largement là, au-dessus de cette valeur-là quand on regarde là, ce que les personnes vont faire l'expérience après un cancer gynécologique. Et là, on fait une étude actuellement, puis on va vous en reparler un peu plus tard, mais je voulais vous ressortir dans notre étude actuellement, les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer de l'ovaire, elles, ça ressemble à quoi cette fréquence-là au niveau des problèmes? Donc, on fait une étude anonyme actuellement où on pose certaines questions, diverses questions en lien avec la santé pelvienne, et puis il y en a plusieurs qui s'intéressent à la fréquence là, des problèmes. Donc, je vous présente quelques données préliminaires là. Dans notre échantillon, on a 34% des personnes qui ont répondu qui avaient eu un diagnostic de cancer de l'ovaire. Ça vous donne un petit aperçu là, du type de traitement reçu par ces personnes, surtout pour faire du sens avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur l'impact des traitements sur la fonction urinaire notamment. Donc, 100% avaient eu la chirurgie, la grande majorité, 91%, avaient reçu de la chimiothérapie et 45% avaient reçu de l'hormonothérapie ou immunothérapie complémentaire. Je vous dirais qu'actuellement, on a une grande participation des résidents de l'Alberta. Pour ce qui est des résultats, donc on s'intéresse un peu à justement cette prévalence-là. Eh bien, chez nos répondants, on a vu que 45% des personnes rapportaient des fuites urinaires, 45% rapportaient de l'urgence urinaire et 60% des personnes qui étaient sexuellement actives avaient de l'inconfort ou de la douleur limitant les relations sexuelles. Donc, on remarque qu'on est quand même pas mal dans les valeurs là, mentionnées plus tôt, une fréquence qui est assez élevée, qui est plus élevée que ce qu'on voit normalement dans la population générale. Des petits points supplémentaires par rapport à ça, c'est que nos répondants ont mentionné que en fait, parmi nos répondants, on a vu qu'un peu plus du tiers des personnes s'empêchent de discuter de santé pelvienne avec leurs professionnels de la santé. Donc, c'est quand même assez élevé parce qu'on devrait avoir une relation de confiance avec notre professionnel de la santé. Puis les raisons qui ont été soulevées, c'était de penser que la santé pelvienne, c'était pas aussi important que le cancer lui-même. Donc, ces personnes-là sentaient que c'était pas le bon moment pour parler de ça. Le manque de temps, aussi le fait que c'était pas toujours le même résident, le même médecin qui était là. Donc, un peu de difficulté à établir là, le lien de confiance pour parler de santé pelvienne. Pourtant, il y avait 100% des répondants qui ont mentionné que la santé pelvienne, c'était soit important ou quelque peu important pour ces personnes-là. Donc, personne n'a mentionné que ce n'était pas important. Et également, les connaissances en matière de santé pelvienne étaient largement limitées. Donc, on n'en connaît pas tant que ça. On trouve ça important, puis on trouve que c'est difficile d'en parler. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, bien, cette présentation va quand même répondre à certaines de vos questions puis vous apporter de l'information que vous jugerez utile. Donc, avant d'aborder cette deuxième section sur les traitements eux-mêmes pour le cancer et comment ça peut avoir un impact sur la santé pelvienne, bien, je voudrais préciser que le but de cette discussion-là, c'est vraiment pas de dire que les traitements sont mauvais ou indésirables parce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires négatifs là, sur la santé pelvienne. Pas du tout, là, vous en doutez. Le but, c'est vraiment de présenter comment ces traitements-là affectent la santé pelvienne, de mieux le comprendre, ces phénomènes, encore une fois, ça nous permet de mieux les reconnaître, ça nous permet de pouvoir faire les liens. Si on développe de l'incontinence urinaire 1 an après les traitements, peut-être qu'on ne ferait pas tout de suite la connexion parce que la cause-effet, il y a un certain délai. Mais donc, de comprendre les liens, de comprendre d'où ils viennent, eh bien, ça peut nous diriger plus rapidement sur comment les améliorer.
Donc, la chirurgie, on va commencer par la chirurgie. Parce que, bon, c'est le traitement primaire pour la grande majorité des cancers gynécologiques, donc le cancer de l'ovaire. Donc, la chirurgie réalisée pour un cancer de l'ovaire peut avoir un impact sur la santé pelvienne de différentes façons. D'abord, la chirurgie, bon, la plus fréquente, vise à retirer, oui, les ovaires, mais les trompes de Fallope, l'utérus et certains tissus dans les alentours là, qui sont connus pour être des endroits où le cancer a tendance à se propager, comme la portion la plus profonde au niveau du canal vaginal, par exemple. Donc, vu la proximité de tout ça, là, un bassin, c'est tout petit, là, j'en ai un juste ici, là. Si on regarde là, sur l'utérus, la vessie, le canal vaginal, tout ça, là, c'est collé, collé, collé. Donc, c'est certain que la chirurgie peut avoir un impact sur la vessie, soit par des petits traumas directs pendant la chirurgie, mais encore aux nerfs environnants, aux vaisseaux sanguins environnants, et il va se former du tissu cicatriciel qui est tout autour là, de la vessie. En raison de ce tissu cicatriciel-là, eh bien, la vessie, elle peut avoir de la difficulté à bien se vider. C'est comme si c'était un ballon, finalement, là, qui avait comme durci avec le temps. Puis là, à ce moment-là, il y a de la difficulté à bien se compresser pour se vider. Donc, qu'est-ce qu'on remarque comme symptôme dans cette situation-là? Eh bien, quand on tente d'uriner, eh bien, on s'assoit sur la toilette, on veut laisser couler l'urine, mais on a l'impression qu'il faut comme pousser pour démarrer le jet ou qu'il faut pousser pour garder une bonne pression puis que la vessie se vide bien. Ou encore, bon, on urine, on se relève, puis on sent encore comme une petite pesanteur dans la vessie, comme si elle n'était pas vraiment bien vide. Donc, ces cicatrices-là, bien sûr, elles vont pas seulement affecter la vessie, elles peuvent aussi faire que les tissus au niveau du canal vaginal vont être un peu plus rigides, ce qui peut affecter le confort dans les relations sexuelles notamment. Le fait que la profondeur du canal vaginal est aussi altérée, donc le vagin plus court, ça peut amener des inconforts aussi, puis des difficultés là, à avoir des relations sexuelles. Enfin, en lien avec la chirurgie, on note certaines problématiques au niveau du contrôle et de l'élimination des selles, mais je vous dirais que c'est peut-être plus spécifique aux personnes qui vont avoir eu lors de la chirurgie aussi une résection là, d'une partie de l'intestin. La radiation, je vais en parler très brièvement là, puisque c'est un traitement qui est plus rare pour le cancer de l'ovaire, mais de façon très brève, là, la radiation, ça crée un phénomène qui est assez proche de ce qu'on vient de mentionner par rapport au tissu cicatriciel. En effet, là, en raison de la radiation, même si elle est appliquée de façon plus locale, là, intravaginale par exemple, ou de manière plus globale sur le bassin, ça va agir sur bon, les cellules tumorales, les tissus à risque, mais aussi sur les tissus sains. Donc, quand une cellule dans nos tissus ou dans nos muscles meurt en raison de la radiation, ben, elle va être remplacée par du tissu conjonctif qui est plus rigide, qui est un peu comme de la cicatrice finalement. Puis c'est un progressif qui est reconnu pour être progressif dans le temps. Donc, il n'est pas rare que, on appelle ça de la fibrose, qui va affecter la vessie, tous ces petits tissus vaginaux. Mais il peut s'écouler plusieurs mois là, avant que ces raideurs soient suffisantes pour affecter la santé pelvienne, causer des problèmes urinaires de type un peu plus urgence, affecter la fonction sexuelle et même chose là, au niveau du système d'élimination des selles. Les traitements oncologiques vont également avoir un impact sur la santé pelvienne en raison du changement drastique au niveau des estrogènes dans le corps. Donc, c'est souvent, on va comparer aux effets d'une ménopause, mais c'est assez bien démontré dans la recherche qu'il y a une différence notable de par le fait que ça arrive de façon très soudaine, très catégorique et que les conséquences sont par plus sévères et plus rapides à s'installer au niveau, là, ce qu'on appelle du système urinaire, génito-urinaire. Donc, un peu pourquoi là, ça va affecter autant le système urinaire que, par exemple, la fonction sexuelle. Eh bien, les estrogènes, là, des fois, je les appelle mes petits porteurs d'eau là, dans la région, parce que les niveaux d'estrogènes, lorsqu'ils sont faibles, eh bien, ça va affecter autant les organes reproducteurs que les voies urinaires par complètement changer l'environnement qui est normalement très, très humide, très lubrifié. Hein. C'est un peu comme l'intérieur d'une joue. On devrait avoir vraiment une paroi qui est lisse, qui est humide, qui est lubrifiée, autant à l'intérieur du canal vaginal
qu'à l'intérieur de notre urètre. Donc, tout ça devient un peu plus asséché, ce qui va effectivement changer le confort dans la région au niveau du contact, que ce soit un contact lors d'un examen gynécologique ou dans les relations sexuelles, mais ça va affecter la capacité à l'urètre de bien se fermer parce qu'elle, bien dans le fond, cette humidité-là à l'intérieur, ça lui permet de rester là, bien, les parois bien collées l'une sur l'autre. Donc, ça l'aide à se maintenir fermée, ce qui est très bon pour la continence. Donc, les faibles taux d'estrogène, ça va affecter aussi nos muscles en général. Ça veut dire que lorsque l'estrogène chute drastiquement, eh bien, tous nos muscles qu'on appelle squelettiques dans le corps, donc les muscles des cuisses, les muscles de nos épaules et les muscles de notre plancher pelvien, eh bien, ça va affecter ces fibres musculaires-là. Ils vont devenir un peu plus rigides, un petit peu plus lents. Donc, c'est pas vraiment l'idéal, là, un plancher pelvien qui est rigide et lent si je dois éternuer, puis j'ai besoin d'un muscle qui va répondre rapidement pour garder ma continence urinaire. Donc, on va avoir ces changements-là dans les muscles de façon plus générale, mais le plancher pelvien aussi, puis les parois vaginales, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, en devenant un petit peu plus rigide, eh bien, ça rend les insertions moins confortables. Il y a des changements qui surviennent en phase aiguë, là, un petit mot là-dessus, juste pour avoir une idée que oui, il y a des choses souvent qui peuvent apparaître tout de suite après la chirurgie, mais il y a des choses qui se résorbent aussi avec le temps. Donc, c'est pas tout qui se dégrade et qui se détériore. Souvent, là, les symptômes urinaires qui sont en lien avec l'inflammation, donc on se sent plus enflé, il y a de l'édème, il n'y a plus rien qui veut bouger pendant quelques semaines. Donc ça, c'est des symptômes qui sont considérés comme étant réversibles, puis qui peuvent prendre quelques mois à se dissiper, mais qui peuvent se rétablir là, complètement. Juste en parallèle, au niveau de la radiothérapie, à ce moment, ce serait beaucoup plus court. Là, on parle d'à peu près 90 jours après l'irradiation pour ces phénomènes-là qui sont un peu plus aigus et qui sont transitoires. Par contre, la phase persistante, donc ça veut dire la phase suivante, ou lorsqu'on passe les 6 mois, c'est des symptômes qui ne partiront pas nécessairement tout seuls, là. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. La récupération naturelle s'est faite quand même assez spontanément, puis tout doucement au cours des mois qui précèdent, mais à partir de 6 mois, bien, d'avoir les bons exercices, les bons outils, là, ça peut accélérer un peu la chose. Donc, encore une fois, juste pour le parallèle, après la radiothérapie, on parle que ces changements-là qui sont moins réversibles, donc qui sont considérés irréversibles, après 90 jours. Donc, on va passer au côté qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et puis, dans le fond, la question, quand on vient de parler des symptômes persistants, c'est de se questionner sur, mais là, est-ce que ça change si c'est considéré comme irréversible, si on parle de changements qui sont persistants, qui ne changeront pas tout seuls? Bien, c'est une très bonne question, puis vraiment, ça a été au cœur de mes travaux de maîtrise et doctorat, c'est de voir, bon, mais oui, il y a des changements, oui, il y a du tissu cicatriciel, mais est-ce que je peux quand même avoir moins d'incontinence urinaire? Est-ce que je peux quand même aller mieux? Est-ce que j'ai un potentiel pour changer puis m'améliorer, même si les structures, elles, ont changé puis qui ont des altérations dans les tissus qu'on ne pourra pas changer? Donc, je vous ramène à la définition en physiothérapie. On parle de rééduquer, on parle d'entraîner, on parle d'améliorer, puis on parle de compenser aussi. C'est un peu comme si on voulait se mettre à réenseigner à nouveau comment fonctionner ou utiliser des fois les autres muscles autour pour aider ceux qui ont été un peu plus atteints. Donc, je vous parle de mon premier projet de recherche, qui est le projet RISE, qui, dans le fond, était mon projet au doctorat où vous pouvez le voir là avec le titre ici, avec un groupe de personnes qui étaient en traitement pour un cancer de l'endomètre. Dans le cas de notre groupe de personnes, on avait des gens qui avaient eu une chirurgie une hystérectomie complète, donc sans les ovaires, sans les trompes de Fallope, sans l'utérus. Et elles avaient eu de la radiothérapie. Donc, pas de chimiothérapie dans mon groupe, mais une radiothérapie qui a ses effets là, un petit peu plus à long terme, des effets un peu plus progressifs.
Donc, on peut s'entendre qu'il y a des choses semblables là, au niveau de comment le muscle, si on veut, au niveau du potentiel de rééducation du muscle là, chez ce groupe-là, puis les personnes qui ont eu d'autres traitements pour des cancers gynécologiques. Pas identiques, mais des choses qui peuvent être similaires, puis on peut y réfléchir puis s'inspirer. Donc, dans notre étude, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui avaient des symptômes d'incontinence urinaire venaient nous rencontrer. On enseignait un programme de physiothérapie, c'est-à-dire exercice, c'est-à-dire enseigner des bonnes habitudes pour la vessie, aider la vessie à bien se vider. On avait des conseils bon, pour la constipation. Donc, un volet assez complet. Hein. La physiothérapie, c'est rare qu'on va donner juste un exercice ou juste faire des choses pour la vessie. Donc, généralement, on aime bien être très complet puis toucher un peu à tout. Donc, on a offert un programme comme ça aux participants de ce projet de recherche. Et puis, les personnes qui ont participé partaient avec ce programme-là et le faisaient à la maison. Donc, oui, c'était un suivi en physiothérapie. Je faisais des suivis téléphoniques, mais les changements, les exercices, les personnes l'ont fait par elles-mêmes, seules à la maison. Donc, on voulait vraiment là, responsabiliser les gens au maximum, puis vraiment leur permettre de faire ces changements-là là, par elles-mêmes. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, on s'est aperçu qu'après 12 semaines d'exercice que les gens faisaient encore une fois par elles-mêmes à la maison, 87% des participants se sont améliorés au niveau de l'incontinence urinaire. Et même certaines personnes là, que vraiment l'incontinence était complètement partie. Pour d'autres, c'était un changement modéré. Et puis, j'espère qu'elles ont continué à faire leur exercice et qu'elles ont réussi à aller chercher tous les gains. Donc, il y a très peu d'études dans ce domaine-là. La nôtre, je dirais, qui est la plus récente et peut-être là, qui offrait le programme le plus complet pour le traitement d'une incontinence urinaire. Une autre étude vraiment intéressante, si on s'intéresse aux douleurs dans les relations sexuelles après un cancer gynécologique. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée un peu dans la même période à l'Université de Sherbrooke. Donc, deux études récentes qui ont été faites au Québec, donc on est assez pionniers en physiothérapie de ce côté-là au Québec. On peut être fiers. Donc, l'équipe de Mélanie Morin ont fait un programme de physiothérapie pour réduire la douleur dans les relations sexuelles, cette fois-ci, dans le fond, dans la clinique. Donc, ça veut dire que pendant 12 semaines, les gens se déplaçaient pour faire le traitement avec la physiothérapeute. Et là aussi, c'était un programme très complet. Ils ont fait des exercices d'assouplissement du plancher pelvien, des exercices de relaxation. Ils ont enseigné comment utiliser les hydratants vaginaux, les lubrifiants. Donc, ils ont fait toutes sortes d'interventions pour améliorer les symptômes et ils ont vraiment eu des succès là, vraiment d'excellents résultats avec cette étude-là. C'était un groupe mixte au niveau des cancers gynécologiques. Donc, il y avait des personnes avec un cancer de l'utérus, du col et cancer de l'ovaire également dans ce projet-là. Et puis, c'est pas juste la douleur dans les relations sexuelles qui se sont améliorées. Bon, oui, les caractéristiques physiques se sont améliorées, plus de souplesse dans les tissus, moins de douleur, mais aussi une meilleure fonction. Donc, c'est pas juste je n'ai plus mal, mais j'ai plus de plaisir là, dans les relations sexuelles. Donc, un très beau projet qui a vraiment eu de grands succès. Donc, il y a des bonnes nouvelles que malgré des traitements, puis des choses qu'on lit dans la littérature, qu'il y a plein de choses irréversibles, que ça a changé beaucoup, il y a beaucoup de tissus cicatriciels. Puis dans le fond, le corps humain, il peut être fantastique dans sa capacité de s'améliorer quand même, puis de développer sa force, sa souplesse, son endurance, sa capacité. Donc, la physiothérapie, en gros, si on choisit, si on a des problèmes de santé pelvienne, puis on décide de consulter, bien, je mentionnais quelques idées d'intervention à travers ma description de ces deux projets-là. Mais en gros, quand on consulte en physiothérapie, on peut s'attendre à un suivi qui généralement a une durée de 12 semaines. Puis, ça ne veut pas dire qu'on va chez le physiothérapeute à toutes les semaines. Pourquoi je dis 12 semaines? C'est parce que vraiment, les gains se consolident beaucoup plus après une période de 3 mois. Que ce soit du renforcement pour traiter l'incontinence urinaire, que ce soit pour assouplir les tissus,
il faut travailler pendant plusieurs semaines pour que les changements aient un potentiel de perdurer dans le temps davantage. Donc, on a quelque chose qui est vraiment plus solide, plus consistant comme changement quand il y a une belle durée. Typiquement, on va voir là, les personnes qui nous consultent quelques semaines de suite, puis ensuite, c'est le travail à la maison qui importe, c'est la pratique, c'est vraiment de permettre au corps de se développer et de changer. Donc, je dirais qu'on essaie de voir les personnes jusqu'à 12 semaines pour s'assurer d'une stabilité, puis vraiment un gain là, qui est intéressant dans les objectifs. Un suivi en physiothérapie ou un programme de physiothérapie qui est remis, ça comprend généralement des exercices des muscles du plancher pelvien. On va en avoir un peu plus loin. Ça peut être autant en force qu'en relaxation, dépendant de notre besoin. Ça va être l'enseignement sur l'utilisation optimale de lubrifiants et d'hydratants vaginaux. Ça va être une rééducation des habitudes de la vessie, de l'élimination des selles, des fois des trucs pour faciliter quand les organes n'ont pas la même facilité là, qu'auparavant. On a plein de trucs pour ça. Et puis de comment utiliser, puis les bénéfices d'utiliser certains accessoires là, comme les accommodateurs là, vaginaux. Mais je me suis dit, je vais vous faire grâce de tout ce qu'on peut faire en clinique avec le physiothérapeute. On a un éventail là, assez large d'approches selon les besoins. Pourquoi pas aller tout de suite dans les trucs, les astuces, comment optimiser sa santé pelvienne, comment on peut prévenir finalement qu'elle se détériore avec le temps également. Donc, je me suis dit que oui, je peux vous parler d'exercices du plancher pelvien, des habitudes de la vessie, mais je vais vous donner des trucs pour tenter de les garder, de garder tous ces systèmes-là à fonctionner le plus optimalement possible. Donc, c'est certain que si vous avez des difficultés, des problèmes de santé pelvienne, bien, probablement que ces interventions-là mériteraient d'être adaptées puis individualisées pour bien répondre à votre besoin. Là, je vais y aller avec une approche plus de prévention. Je vais m'imaginer que tout le monde n'a pas de problème, mais que tout le monde, on sait qu'on est peut-être plus à risque après un cancer de l'ovaire, donc on voudrait savoir quoi faire pour que ça continue d'aller bien longtemps. Donc, si on parle des muscles du plancher pelvien, donc comme je mentionnais tout à l'heure, ils sont situés sous le bassin. C'est un groupe musculaire qui est assez large. Il va s'étendre du pubis à l'avant et il va s'étaler jusqu'au coccyx à l'arrière. C'est un groupe de muscles qui va agir en tant que sphincter, donc ça va retenir autant les selles, les gaz, les urines, et ça permet de soutenir là, les organes pelviens, puis aussi d'optimiser la fonction sexuelle. Donc, c'est un groupe musculaire là, qui a vraiment plusieurs jobs, on s'entend. Donc, on a besoin qu'il soit fort, qu'il soit endurant, parce que j'ai besoin qu'il soit bon toute la journée. J'ai besoin qu'il soit rapide, car si je tousse, si j'éternue, j'ai pas toujours un avertissement. J'ai besoin d'un muscle qui va répondre rapidement. Donc, quand on fait ces exercices-là, bien, typiquement, on veut être bon dans toutes sortes d'exercices, des exercices de force, des exercices d'endurance ou de rapidité. Un muscle qui va bien est capable de tout faire ça facilement. Quand on veut faire un bon exercice du plancher pelvien, on veut contracter ces muscles-là, on devrait avoir l'impression qu'on serre et qu'on tire en même temps. Donc, le plancher pelvien va avoir une espèce d'effet là, d'aspiration, comme ça ici. Ça va nous donner l'impression qu'on retient et les gaz et les urines tout à la fois. Mais en même temps, quand je fais cette contraction-là, quand je fais cet effort-là, je ne sens pas que je dois bloquer le souffle. Je ne sens pas que je dois crisper le ventre. Je ne sens pas que je dois serrer les muscles des fesses. Oui, c'est et les gaz et les urines, mais ça se trouve à être vraiment très au centre de notre corps, vraiment au milieu. Si je m'assois très, très bien là, sur les os de mes fesses, le plancher pelvien devrait être un peu en appui contre la chaise sur laquelle je suis assise. Donc, c'est à cet endroit-là que je veux sentir que je serre et que je soulève légèrement ces muscles-là. Tout ça en continuant de respirer, je pourrais parler en même temps. Donc, quand on est capable de faire une bonne contraction, c'est un peu ce qu'on devrait sentir. Si vous voulez pratiquer des exercices des muscles du plancher pelvien, ça peut valoir la peine de palper ou de regarder avec un miroir pour s'assurer que c'est bien ça qui est en train de se passer. Parce qu'on ne le voit pas. Si je fais porter mon bras, je peux le faire porter d'un côté, en avant, sur le côté, en arrière. Mais le plancher pelvien aussi, je peux faire toutes sortes de choses. Donc, si je veux bien faire mes exercices, je peux prendre le temps de regarder avec un miroir est-ce qu'effectivement j'ai cette aspiration-là qui se passe.
Donc, une petite façon là, de valider si, tant qu'à faire ces exercices-là, s'assurer que ça vaut bien la peine de les faire, qu'on les fait comme il faut. Donc, les exercices du plancher pelvien, comme je mentionnais, vont être différents ou vont varier selon votre situation. On ne donnera pas les mêmes exercices pour une personne qui a des fuites urinaires lorsqu'elle tousse versus quelqu'un qui a des douleurs dans les relations sexuelles ou même encore quelqu'un qui a de la constipation. Mais, encore une fois, on pense aujourd'hui qu'il n'y a personne ici qui a des problématiques. Donc, si on voulait faire un programme de prévention, on pourrait travailler un peu la force pour maintenir là, nos fibres musculaires squelettiques en forme et on pourrait travailler pendant qu'on expire. Donc, ça veut dire que je pourrais serrer fortement mes muscles du plancher pelvien en soufflant en même temps ou en soufflant pendant 5 secondes. Donc, je ferais pendant 5 secondes et lorsque j'ai terminé de souffler, je relâche et j'expire. Et je pourrais recommencer, souffler, serrer pendant 5 secondes de pause, de 10 à 15 fois de suite. Ça, là, si on n'a pas de problématique, puis qu'on pratique ça une fois par jour ou quelques fois par semaine, c'est vraiment très bien pour stimuler nos fibres à maintenir leur force. L'autre exercice, c'est un exercice de vitesse, puis lui, il est intéressant parce qu'un exercice de contraction rapide du plancher pelvien, et ça a un effet très intéressant sur les vaisseaux sanguins dans le coin, sur la vascularisation. Donc, on aime ça là, surtout quand nos petits porteurs d'eau ne sont pas là pour apporter une belle lubrification dans la région. Le fait de faire nos exercices de vitesse, là, ça stimule vraiment beaucoup la vascularisation dans la région. Donc, on fait la même chose au niveau du souffle. Je vais souffler 5 secondes, mais au lieu de serrer et tenir la contraction pendant 5 secondes, je vais essayer d'en faire 5 de suite, donc 5 rapides. Donc, je vais souffler et à chaque seconde, je tente de serrer et relâcher en même temps. J'inspire, je relâche, je respire, j'inspire pendant 5 secondes et je tente de répéter l'expérience 10 à 15 fois de suite. Donc, ce sont des beaux exercices là, pour faire de la prévention et maintenir nos fibres actives et pomper un peu la vascularisation dans la région. Les bonnes habitudes de la vessie maintenant, non. D'abord, saviez-vous que le nombre de fois jugé normal pour uriner est estimé entre 5 et 8 fois par jour et entre 0 et 2 fois par nuit? Donc, à la suite des traitements pour un cancer de l'ovaire, il est possible que vous avez remarqué certains changements dans les habitudes de la vessie. Il est assez fréquent là, de voir que le besoin d'uriner devienne un peu plus fréquent. On l'a dit tantôt, hein, la vessie a de la difficulté à se vider, elle a de la difficulté à se remplir. Donc, elle est toujours un peu dans un petit jeu entre avoir besoin d'y aller. Elle se remplit plus rapidement. Ça peut arriver très vite là, après la chirurgie, mais parfois, là, ces changements-là peuvent être observés 1 ou 2 ans après les traitements parce qu'à force de ne pas la remplir beaucoup, elle perd un peu de sa souplesse. Donc, à cause de ça, dans le fond, je dirais, si vous n'avez pas encore remarqué ces changements, parce que ça peut, c'est ça, s'installer avec le temps, je vous recommande de vous assurer que la sensation du besoin d'uriner soit toujours présente lorsque vous allez uriner. Ça veut dire là, qu'il ne faut pas y aller au cas où que. Donc, je m'en vais à l'épicerie, mais je suis allée uriner tantôt, mais au cas où, là, je vais y aller quand même avant de partir. Donc, ça, quand on a cette approche-là, on ne permet pas à la vessie de se remplir autant qu'elle le pourrait. Et si on le fait une fois par 3 mois, c'est pas grave. Mais on a tendance à développer des habitudes. Quand on commence à faire ça, on commence à le faire un peu tous les jours, puis parfois plus d'une fois par jour. Comme, ah, je vais dans la salle de bain, bon, je vais uriner tant qu'à être là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment, pour bien maintenir la souplesse, la capacité de votre vessie à se remplir, laissez-la se remplir là, correctement avant d'aller la vider. Ça ne veut pas dire d'attendre à la dernière seconde à chaque fois, puis vraiment d'être au maximum de notre capacité, mais au moins d'aller uriner avec un vrai besoin d'avoir envie d'uriner. Donc ça, c'est important à maintenir dans le temps. Quand on parle de prévention, ça a l'air de rien ça, mais ça fait une très grande différence. Et là, quand c'est bien rempli, bien dans le fond, hein, on entraîne à bien remplir, mais il importe de l'aider à bien se vider complètement aussi. Donc, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, surtout après une chirurgie,
ça se peut qu'il soit plus difficile pour la vessie de bien se vider complètement. Encore une fois, on peut le remarquer tout de suite après la chirurgie, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Toujours là, entre 1 et 2 ans, il y a plein de nouveaux symptômes qui apparaissent après ces traitements-là. Donc, si la vessie, elle ne se vide pas de façon optimale, elle va toujours garder un volume là, assez significatif d'urine, même tout de suite après être allé à la toilette. Puis moi, je le vois cliniquement tout le temps. On regarde avec l'échographie après être allé à la toilette et puis il reste un volume parfois assez important. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait qu'elle pleine vraiment plus vite après. Ça fait aussi qu'on est plus vulnérable à avoir des fuites urinaires parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand ma vessie est pleine, 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 puis que je tousse, j'ai un petit moment d'hésitation. Je me sens moins en position de force pour bien contenir l'urine. Donc, bien vider la vessie, ça nous aide aussi de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on veut privilégier certaines positions, des petits trucs pour nous aider à bien, bien vider la vessie. Donc, on veut s'assurer évidemment qu'on la sent pas, qu'on a une bonne envie avant d'y aller. C'est la base. Si elle n'est pas tout à fait pleine, c'est plus difficile à vider aussi. Donc, si on l'envie est là, bien, il importe de prendre le temps de s'asseoir confortablement et de relaxer sur la toilette. Parce que des fois, on est pressé, on s'assoit en deux, on a un enfant qui crie, on a un appel qui commence, donc on court. Et puis, dans ce temps-là, nos muscles ne les relâchent pas tout à fait. Puis surtout, si nos muscles du plancher pelvien ont tendance à être un petit peu plus lents, un petit peu plus rigides, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas le temps de complètement se laisser aller et permettre vraiment l'évacuation de l'urine complète. Position optimale, on se lève un peu sur le bout des pieds ou on met un petit banc, on veut avancer le dos. On veut, dans le fond, mettre un peu de pression de notre corps au bon endroit pour aider la vidange. Mais si on veut stimuler la vessie, on peut aussi masser le bas du ventre avec les 2 mains. Donc, avec les paumes des mains entrecroisées, on peut faire un mouvement de va-et-vient de gauche à droite, là, vraiment dans le bas du ventre. Ce petit mouvement-là, on veut stimuler le muscle de la vessie, on veut stimuler notre ballon un peu rigide là, à se compresser puis à vider l'urine. Donc, au lieu de forcer et pousser, on veut prendre nos mains plutôt pour essayer de stimuler ce muscle-là. On veut respirer profondément. On peut souffler comme si on soufflait une chandelle, les lèvres pincées, comme ça ici. Ça fait un peu de pression, mais sans exagérer, sans être dommageable pour les tissus. Et peut-être là, si vous avez remarqué que quand vous vous relevez de la toilette, puis on dirait qu'il y a des petites gouttes retardataires qui veulent tomber, bien peut-être avant de vous relever, vous pouvez soit faire un petit balancier, comme ça ici, admettons que votre lurette est un petit peu plus rigide, là, bien le fait de se balancer un peu, ça peut faire tomber ces dernières gouttes-là. C'est mieux sur la toilette que quand on se relève dans notre pantalon. Ou encore, on peut serrer nos muscles, faire notre petit exercice de vitesse, là, ça va permettre aussi d'éjecter ces dernières gouttes d'urine-là. Hydratation, il ne reste pas trop de temps, là, donc je vais y aller assez brièvement. Je trouve ça important de parler d'hydratation parce que systématiquement, les personnes qui ont des fuites urinaires ou de l'urgence urinaire vont réduire leur consommation d'eau parce qu'ils ont peur d'avoir des fuites urinaires, ils ont peur d'être surprises par le besoin d'aller uriner. Puis vraiment, là, de façon plus globale sur la santé, de réduire notre hydratation, ce n'est pas l'idéal. Donc, on veut aider la vessie aussi à être capable de contenir l'urine, mais si je la maintiens toujours à vide, elle ne pourra pas apprendre à contenir de l'urine. Donc, on veut s'assurer d'avoir une bonne hydratation continuelle dans la journée. La première étape, c'est de boire, de choisir des consommations qui ne contiennent pas trop d'irritants. Les irritants connus, il y en a que tout le monde connaît. Là, évidemment, si je bois beaucoup de café, beaucoup de thé ou encore de l'alcool, on sait que ça stimule la vessie puis qu'on va y aller plus souvent. Mais il y a d'autres irritants parfois qui passent sous le radar, comme les jus de fruits très acides. Là, on parle des agrumes notamment, les jus de tomates. Il va y avoir aussi les boissons carbonisées, donc les fameux soda stream. Donc, si je me dis, mais moi, je prends juste un café, puis je prends un thé noir, puis je prends un jus d'orange, puis je prends une soupe aux tomates, puis ensuite, je vais prendre mon thé vert l'après-midi, puis après ça, mon petit eau gazéifiée, mais ça s'accumule vite dans une journée. Donc, des fois, c'est le cumulatif là, qui peut faire que si on a une vessie un petit peu plus capricieuse ou sensible depuis les traitements, bien, on pourrait peut-être consommer ce type de breuvage-là avec modération.
Donc, il y a le choix du breuvage, puis ensuite, bien, combien j'en bois, puis comment. Évidemment, si on regarde le guide alimentaire canadien, là, on voit que, on recommande entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Et bon, oui, ça peut être vrai pour, certaines personnes, mais ça peut être un peu épeurant pour d'autres quand on a des symptômes urinaires de penser que tout à coup, on va se mettre à boire 2 litres d'eau par jour. Donc, c'est certain que, je dirais en physiothérapie, c'est rare qu'on va faire une recommandation là, générale applicable à tous. En fait, notre recommandation, ça va souvent d'être, de continuer d'être à l'écoute là, du corps puis de boire selon notre soif, qui peut varier selon nos activités, selon la chaleur, donc pour plein de raisons. Donc, il faut suivre notre soif. Mais évidemment, il y a plein de gens qui disent, mais moi, je ne la sens pas, ma soif. Mais si vous ne sentez pas beaucoup la soif, là, mais vérifiez la coloration de votre urine. Si votre urine n'est pas trop transparente, qui serait un signe, on boit beaucoup trop, ni trop foncé, bien, probablement que votre hydratation elle est suffisante pour votre besoin là aujourd'hui. Mais si jamais vous jugez là, qu'il est bénéfique d'augmenter votre consommation quotidienne d'eau, puis encore une fois, c'est bon pour la vessie, elle apprend à se remplir ou elle ne perd pas l'habitude de se remplir. Mais si on veut changer notre hydratation, il faut le faire vraiment progressivement parce que sinon, elle va paniquer. On peut commencer à boire un petit volume de plus dans la journée, puis même on peut le distribuer dans la journée. Hein. Une gorgée à l'heure de plus, mais ça peut surprendre combien en bout de ligne on a bu de plus. Là. Donc, on y va tranquillement, mais vraiment, le fait de réduire sa consommation d'eau, ça aide pas la vessie. Elle perd sa capacité, en fait, de contenir. Elle perd son habitude. Puis, en plus, elle va avoir une urine concentrée. Donc, ça la stimule encore plus. Donc, ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Passons maintenant aux hydratants vaginaux. Donc, il reste juste deux petites diapositives. Puis, je voulais parler des hydratants vaginaux parce que c'est des produits qui visent un peu à remplacer nos porteurs d'eau. Hein. Ça veut rehausser le contenu en eau dans les muqueuses vulvaires ou vaginales, un peu comme on utiliserait une bonne crème hydratante si on avait tendance à avoir les mains sèches. Et comme les crèmes à main, ben, il y a des bons produits, puis il y en a d'autres de moins bonne qualité ou juste qui nous conviennent moins. Donc, chaque personne est différente. On peut avoir nos préférences personnelles. Il y a vraiment toutes sortes de produits sur le marché, mais ce qui compte, c'est vraiment d'essayer de sélectionner un produit qui contient le moins de glycogène possible parce qu'à la longue, ça peut causer des irritations vaginales. Donc, je vous résume brièvement là, les façons les plus fréquentes d'utiliser ces produits. Il importe quand même que vous mentionniez, vous en discutiez avec votre médecin, votre pharmacien pour vous confirmer que la meilleure façon pour vous d'utiliser ces produits-là, mais c'est des produits qui sont sans hormones et généralement, on les recommande après un cancer gynécologique à 5 fois par semaine. Donc, vraiment une hydratation continue et qu'on ne lâche pas là, avec le temps. Donc, on recommande de l'utiliser avant au coucher. Et puis, on applique avec un applicateur au fond de la cavité vaginale. On en applique également sur la vulve. Donc, on veut vraiment avoir une hydratation complète sur les muqueuses. Et puis, c'est une bonne habitude qu'on maintient à long terme. Je vous dirais aussi, là, typiquement, on en sent mieux les effets positifs après au moins là, quelques semaines. Donc, si après une semaine, vous n'êtes pas certain, s'il n'y a pas d'irritation, on persiste là, quelques semaines avant de conclure s'il n'y a pas vraiment d'effet pour vous ou non. Et enfin, les lubrifiants. Les lubrifiants, c'est un peu différent hein, parce que leur utilisation est généralement de plus courte durée, mais ça va procurer de la lubrification, donc pas nécessairement de l'hydratation. Donc, pourquoi on les utilise? Puis, je voulais le mentionner aujourd'hui, parler des lubrifiants parce qu'il y a plein d'autres raisons d'utiliser des lubrifiants en dehors des relations sexuelles. En fait, les lubrifiants, c'est fait pour diminuer la friction excessive sur les muqueuses. Donc, ça peut protéger les muqueuses, la muqueuse vulvaire, de tout ce qui est frottement. Donc, si je veux faire du sport, puis que j'ai les muqueuses très fragiles, très sèches depuis les traitements pour le cancer, eh bien, on peut penser à utiliser un lubrifiant pour éviter le frottement pendant les activités sportives. Je le recommande tellement souvent pour le jardinage l'été quand il fait chaud, puis que les muqueuses sont fragiles et puis le frottement est vraiment intolérable. Donc, il y a plein d'autres raisons là, pour utiliser des lubrifiants.
Ils sont utiles pour, évidemment, les relations sexuelles, pour faire nos exercices, si on doit utiliser des accommodateurs vaginaux. Il existe des lubrifiants à base d'eau qui sont très doux, très tolérables, mais que c'est plutôt une courte durée. Donc, si on s'en va prendre une grande marche de 2-3 heures en forêt, bien, dans le fond, c'est peut-être pas le meilleur choix. Les lubrifiants à base de silicone sont généralement les préférés parce qu'ils sont doux, sont tolérables, puis ont une beaucoup plus longue durée. Faut faire attention par contre, parce que si on les utilise dans le contexte là, justement que je vais prendre une grande marche, ça pourrait possiblement tacher certains vêtements. Ils sont généralement un peu plus coûteux aussi, mais comme ils sont plus liquides, là, les bouteilles durent très, très, très longtemps. Donc, je ne sais pas si au final, il y a vraiment une si grande différence là, côté coût. Puis enfin, il y a les lubrifiants à base d'huile, donc comme l'huile de noix de coco. Donc, ils sont quand même assez populaires. Ils sont vraiment très, très, très efficaces comme lubrifiants. Puis en fait, en raison de ça, il faut faire attention parce qu'à cause de leur très longue durée, bien, ils sont vraiment longs à être éliminés au niveau du corps. Donc, si c'est pour une utilisation fréquente, il faut faire attention parce que ça va devenir une source d'irritation. Ça va trop, c'est comme si ça bouchait un peu là, les pores de la muqueuse trop longtemps. Si c'est de façon moins régulière, mais là, c'est une autre chose. Puis eux aussi peuvent tacher les vêtements. Donc, peu importe le type de base de lubrifiant que vous choisissez, pour le type d'activité, il faut garder en tête que pour ces produits-là aussi, il faut éviter ceux qui ont du glycérol ou du propylène glycol. C'est vraiment des recommandations là, de l'Organisation mondiale de la santé en matière de lubrifiant. Donc, ça couvre vraiment là, l'ensemble des trucs et astuces qui, je pense, s'appliquent de façon assez générale à tous et à toutes. Là. Et puis, ben voilà, dans le fond, j'espère que ça a pu éclaircir certains points, certaines questions, vous apporter des compléments d'information. Merci beaucoup, Stéphanie. D'abord, merci pour l'excellente présentation. On a quelques minutes, fait que je voudrais quand même en profiter pour te poser une ou deux questions. La première étant, j'imagine que comme pour toute ressource, l'accès aux ressources de physiothérapie vont varier selon la région du Québec où on habite. Oui. Mais admettons qu'il y a plusieurs cliniques de physiothérapie près d'où on habite. Comment est-ce qu'on peut savoir si ces cliniques-là offrent la rééducation périnéale? Oui, effectivement. D'abord, il faut savoir qu'il y a certains milieux publics qui vont offrir la rééducation périnéale. Je pense notamment à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où il y a des physiothérapeutes qui vont vraiment desservir spécifiquement là, la clientèle qui a été traitée pour un cancer gynécologique. Donc, on peut s'informer là, auprès de notre infirmière pivot, par exemple, pour voir s'il y a des ressources dans notre milieu. Puis parfois, les ressources sont changeantes. Là. Ils sont là pendant un certain temps, oups, ça disparaît, oups, ça revient. L'Hôtel Dieu de Lévis également, là, dans la région de Québec, il y avait des services qui étaient disponibles. Donc, il y a des choses dans le public qui sont là et parfois, certaines clientèles vont avoir priorité aussi. Donc, on s'informe, ça, c'est certain. Ensuite, dans le privé, il y a quand même plus de 400 physiothérapeutes au Québec qui ont une formation en rééducation périnéale. Donc, vraiment, le service est vraiment très développé comparativement à quand j'ai commencé il y a 15 ans. Je suis arrivée à Québec, on était 9. Là, je pense qu'on est 50, là, on est beaucoup. Donc, ça s'est énormément développé. Et pour trouver ces physiothérapeutes-là, eh bien, on regarde sur le site de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec. Donc, il y a vraiment trouver un professionnel, puis on peut sélectionner là, la problématique. Donc, vraiment trouver quelqu'un qui a été formé pour faire la rééducation périnéale, on peut l'identifier avec cet outil-là. Donc, il y a une vérification qui est faite et puis, donc, ça vous permet de voir, il y a vraiment des gens de partout, là, dans toutes les régions du Québec. Ça s'est extrêmement développé dans les dernières années. Donc, on a de la chance. C'est pas comme ça dans les autres provinces. Oui, super, c'est bien d'entendre ça. Et puis, par exemple, après une grossesse, on entend souvent parler des exercices de Kegel. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Euh, Est-ce que les exercices du plancher pelvien dont tu parles sont les mêmes exercices? Alors ça, c'est une bonne question, puis on me le demande souvent parce que Kegel, c'est à peu près c'est le premier un peu scientifique là, qui a parlé de ces exercices-là. Typiquement, pendant des décennies, les exercices de Kegel, il s'agissait juste de serrer le plancher pelvien, de le relâcher, puis de répéter ça un peu aléatoirement.
Donc, les exercices du plancher pelvien, bien oui, ça implique de serrer les muscles, mais maintenant, on parle vraiment de programme musculaire parce qu'on connaît mieux le plancher pelvien, puis on sait que si on veut développer sa force, bien, il faut qu'il serre plus que 2 secondes, puis il faut qu'il serre fort. On ne peut pas juste serrer un peu puis le laisser aller. Il ne développera pas sa force. Là. Il n'y a pas des 2 livres, puis des 5 livres, puis des 8 livres pour se pratiquer. Donc, il faut vraiment que l'effort soit là, puis qu'il soit soutenu quelques secondes pour pouvoir vraiment avoir un impact pour le développement de la force. On sait aussi que les exercices du plancher pelvien, il faut que ce soit varié puis que ça comprend de l'endurance. Donc, si je suis debout, mon plancher pelvien, il ne faut pas qu'il me lâche dans 5 minutes. Donc, on va avoir dans les exercices des contractions plus modérées, mais qu'on va soutenir plus longtemps. On a vu aussi dans la présentation les exercices de vitesse. Un plancher pelvien, ça réagit rapidement. Oh, je m'étouffe, je tousse. Mon plancher pelvien a contracté tout seul, vite, spontané. Donc, on doit être capable de faire ça. Fait que les exercices du plancher pelvien, on s'éloigne du terme Kegel parce que justement, on sait à quel point maintenant ça vaut la peine d'avoir un programme qui est diversifié et qui est un peu plus poussé pour avoir des vrais effets finalement. Une dernière question, peut-être plus spécifique à notre communauté avant de clôturer. Tu l'as mentionné pour les traitements pour des personnes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire, donc que ce soit la chirurgie ou la chimiothérapie ou une combinaison de ces 2 traitements. Donc, ce sont souvent des traitements très taxants pour le corps. Combien de temps après les traitements pour le cancer peut-on commencer à faire les exercices du muscle du plancher pelvien? Dans le fond, un peu comme toute chirurgie, il faut laisser un peu de temps là, au corps à récupérer. Donc, je dirais, il y a la seule consigne vraiment importante, c'est de ne pas faire des exercices si ça nous cause de la douleur. Donc, typiquement, il faut laisser un bon 2 semaines là, avant de s'y mettre. Puis c'est correct aussi, il faut laisser les choses récupérer parce que quand on serre les muscles, et en fait, tous ces organes-là sont appelés à être mobilisés parce qu'ils vont avoir un effet assez important. Ils vont soulever la base de la vessie, il va y avoir un mouvement au niveau du rectum. Donc, on laisse ça tranquille quelques jours. On peut vraiment prendre une pause là, de 2 semaines. Et puis, à partir de là, si ça ne crée pas de douleur, on peut commencer de façon sécuritaire là, avec des exercices simples. Mais en même temps, même si on ne l'a pas fait et qu'on a attendu plusieurs semaines, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour les commencer si on a des problématiques ou si on sent qu'ils sont affaiblis puis on veut remonter la pente. Même si on commence, c'est mieux de ne pas attendre trop non plus, dans le sens que, bon, pourquoi vivre avec des symptômes plus longtemps qu'il ne le faut, mais en même temps, quand je suis prête à les commencer, il n'est pas trop tard, les changements vont survenir quand même. Mais règle d'or, pas de douleur. Oui, c'est une bonne règle. Et puis, en cas de doute, évidemment, on peut toujours se référer à son équipe médicale. Oui. Écoute, Stéphanie, merci vraiment de nous avoir donné de ton temps, ton expertise ce soir. Merci aussi à toutes les personnes qui ont assisté. Je suis certaine que vous avez retiré des informations et des conseils pertinents. Je sais que c'était le cas pour moi. Puis j'ai beaucoup apprécié que tu nous présentes un aperçu des résultats préliminaires de ton projet de recherche. Je pense que c'était très intéressant. On a bien hâte d'avoir la suite des résultats en début d'année prochaine. Oui. Donc, comme Stéphanie l'a mentionné, on va vous inviter à contribuer au projet de recherche en relatant votre propre expérience quant à la santé pelvienne, surtout pour assurer aussi une représentation des personnes touchées par le cancer de l'ovaire et aussi des personnes québécoises. Donc, tu avais dit qu'il y avait beaucoup de répondants de l'Alberta en ce moment. Parfait. Donc, on va partager le lien vers le sondage dans la discussion Zoom et puis je vous invite tous à prendre un moment pour y répondre. Donc, je te salue, Stéphanie. Je te remercie d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Et pour celles qui nous écoutent encore, je vais profiter de l'occasion pour vous parler d'une autre initiative de Cancer de l'ovaire Canada qui pourrait vous intéresser. En collaboration avec notre partenaire Wellspring, Cancer de l'ovaire Canada offre des groupes de soutien virtuels et un programme de jumelage père aidant. Donc, les groupes de soutien vont être offerts sur Zoom à tous les mois. Ce sont des groupes facilités par une intervenante où vous pouvez échanger avec d'autres personnes atteintes du cancer de l'ovaire en parlant des sujets qui vous préoccupent, en partageant vos craintes, vos espoirs. Nous assurons que le tout se déroule dans un environnement respectueux et accueillant.
Et c'est vraiment une belle occasion d'obtenir et d'offrir du soutien, mais aussi pour tisser des liens avec d'autres membres de la communauté. La prochaine rencontre sur Zoom est le mercredi 21 décembre à 11 heures et va être animée par Gabrielle Gaudet, intervenante. Et pour ce qui est du programme de jumelage, une fois inscrite, vous allez être jumelé avec une bénévole qui va être spécialement formée au soutien par les pairs et une personne qui a également une expérience personnelle avec le cancer de l'ovaire. Donc, ces séances vont pouvoir avoir lieu par téléphone, par Zoom ou par courriel. Donc, on a également mis ces liens-là dans le chat. Je vous invite à les visiter pour avoir plus d'informations. Et sur ce, je remercie tout le monde d'avoir été là ce soir, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci. À bientôt. Merci Stéphanie.